Prêt à vibrer autour de votre programme, OneXBet vous met dans le jeu. Jeudi 17 avril 2025, hier encore, ce qui est vite devenu un événement national a eu lieu en présence des décideurs et d'observateurs. Le rapport Risque API Côte d'Ivoire 2025 de Bloomfield Intelligence, la filiale d'intelligence économique de l'agence Bloomfield Investment Corporation, l'agence de notation africaine d'origine ivoirienne, sur la base d'agrégats et de standards internationaux, a livré son verdict quant à la santé économique, financière et même sociale de notre pays. Ce rapport, qui se veut un outil d'aide à la décision au service des investisseurs et des gouvernants, indique que malgré un recul de sa note qui est passée de 6,5 à 6,3, la Côte d'Ivoire demeure dans la catégorie des risques faibles avec un endettement modéré. Que signifie cette note? Que renferme-t-elle? Le pays maintient-il sa résilience économique et financière? Que dit les rapports de l'évolution, par exemple, de la structure de notre économie, du climat des affaires, ou encore l'exécution budgétaire au plus loin l'évolution de la dette publique, le tout sans occulter le risque sociopolitique du pays en cette année électorale. En définitive, que dit le médecin Bloomfield Investment Corporation au sujet de son client, la Côte d'Ivoire, après cette énième consultation sur le risque API, et qui, mieux que le médecin en chef pour livrer les résultats du diagnostic? Stanislas Zézé, président-directeur général de Bloomfield Investment Corporation, est l'invité de sa réserve. Bonsoir, monsieur Stanislas Zézé. Bonsoir, Ali. Comment ça va? Très bien, très bien, très bien. Comment on se sent au lendemain de cette conférence Risque Pays? Alors, content de l'impact que ça a eu. J'ai vu qu'il y avait un engouement sans précédent. Je présume que c'est à cause de l'année électorale. C'est vrai que chaque année, il y a un engouement, mais celui-là, il était particulier. Ça montre bien que les Ivoiriens et tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire et s'intéressent à la Côte d'Ivoire sont friands d'informations désormais, sont friands des débats constructifs et ils veulent comprendre la cartographie de risque d'investissement. Avant d'entrer dans le détail, je vous propose de voir ce sujet de la rédaction, justement, qui nous relate ce qui s'est passé hier au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. Avec une moyenne de 6,3 sur 10 cette année, contre 6,5 à la notation précédente, la Côte d'Ivoire demeure dans la catégorie de risque faible. Cette évaluation de l'agence de notation financière Bloomfield Intelligence, filiale du groupe Bloomfield, prend en compte l'environnement sociopolitique et sécuritaire, l'environnement des affaires, la performance macroéconomique, la gestion des finances publiques et le financement de l'économie. Entre 6 et 8, le risque est faible. Et nous encourageons justement les investisseurs à investir dans ce pays-là. Les perspectives en termes de croissance sont optimistes. Nous anticipons que la croissance restera forte si tous les paramètres restent constants naturellement. Répondant aux conclusions des analyses, notamment la perte de 1 400 milliards de francs CFA par an du fait de la corruption, le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance est revenu sur les efforts du gouvernement et les acquis en la matière. Nous avons aujourd'hui près de 10 000 assujettis à la déclaration de patrimoine. Lorsqu'on voit dans l'espace communautaire qui nous concerne, l'espace UEMOA, la Côte d'Ivoire a le plus grand nombre d'assujettis. À décembre 2024, nous étions à 91% de taux de déclaration de patrimoine. En 2013, nous sommes passés de 136e pays. En 2013, nous étions 136e pays sur 180 pays évalués. Et avec l'ensemble de ces réformes, aujourd'hui, nous sommes à 69e pays sur 180. En plus de la présentation du rapport et de la réaction du gouvernement, plusieurs panels ont animé cette conférence. La sécurité et la stabilité politique en Côte d'Ivoire, la transformation économique après 15 ans de performance, le bilan social des politiques gouvernementales des 15 dernières années, la transformation numérique et la gouvernance en Côte d'Ivoire étaient au cœur des échanges. Stanislas Zézé, de 2024 à 2025, la Côte d'Ivoire a-t-elle régressé quand on passe de 6,5 à 6,3? Oui, elle a régressé de 20 points de base à cause de deux paramètres particuliers. Lesquels? L'environnement sociopolitique, naturellement, et la gestion des finances publiques. Alors, la gestion des finances publiques est restée dans la catégorie de risque faible, mais a baissé de 40 points de base. Et la catégorie d'environnement sociopolitique était déjà dans un risque modéré, a baissé également de 40 points de base. Alors,
Ça veut dire quoi de façon générale? Ça veut dire qu'il y a des efforts qui étaient faits l'année dernière, qui n'ont pas été faits jusqu'à la dernière notation que vous avez révélée? Non, c'est-à-dire que ce sont des éléments qui fluctuent en fonction des circonstances. Si vous prenez la gestion des finances publiques, c'est surtout la gestion de la dette qui a quelques paramètres de la gestion de la dette qui ont tiré vers le bas cette note-là, notamment le service de la dette qui aujourd'hui consomme 84% des ressources propres, des recettes de l'État, ce qui est assez élevé. Donc évidemment, à tirer ça vers le bas. L'exposition en devises, c'est vrai qu'elle a baissé, elle était à 63%, elle est à 55% aujourd'hui, mais elle reste quand même élevée dans notre registre parce qu'on estime que, vu la situation monétaire de la sous-région en termes de réserve de devises, qui a baissé à 3,7%, c'est un risque d'être exposé à 55% en termes de dette. Donc ce sont ces deux éléments-là qui ont tiré vers le bas la note de la gestion des finances publiques. L'environnement sociopolitique, naturellement, la veille des élections, année électorale, nous assistons à une tension qui monte et qui est grandissante dans les discours politiques, ce qui, pour l'instant, n'augure pas de quelque chose de très favorable. Nous prenons ça en considération et nous avons décidé de mettre la note sous observation. C'est une note dynamique, c'est une note qui peut changer, mais pour l'instant, la note a été baissée de 20 points de base. Ceci dit, la Côte d'Ivoire reste dans la catégorie de risque faible. En substance, la croissance économique de la Côte d'Ivoire s'est montrée résiliente. C'est ce que vous dites? La croissance est restée très forte en réalité. Je crois que c'est certainement l'élément qui permet à la Côte d'Ivoire de rester dans cette catégorie-là. Parce que sur 10, la Côte d'Ivoire a 8,1, donc risque extrêmement faible en termes de performance économique. Alors, selon vous, quels sont les principaux moteurs de cette croissance qui est restée forte et quelles sont les principales vulnérabilités qui la menacent? Alors, c'est une économie qui est assez performante en termes d'exportation. C'est une économie qui est assez performante en termes de consommation. La Côte d'Ivoire exporte de plus en plus. En réalité, elle a une balance commerciale qui est excédentaire, même si cet excédent est en train de s'amenuiser. Mais c'est une économie qui exporte beaucoup. C'est une économie qui a une classe moyenne. Beaucoup, c'est bon ou c'est mauvais, de Ça votre dépend. regard? Non, une économie qui exporte beaucoup, c'est bon. Mais il est préférable d'exporter plus de produits finis que de matières premières. Parce qu'en réalité, pourquoi cet écart s'amenuise? Parce que la Côte d'Ivoire importe de plus en plus de produits finis. Donc c'est ce qui est en train de réduire l'écart. C'est bien d'exporter, c'est mieux d'exporter les produits finis parce que ça vous rend indépendant. Et ça vous rend indépendant, ça réduit l'importation et ça n'affecte pas beaucoup vos réserves de devises. Donc améliorer le levier de la transformation locale. Absolument. Il y a un début de transformation. Je veux dire, il y a un début de transformation, donc les produits agricoles sont transformés, ça ne suffit pas. Il est extrêmement important d'arriver à la transformation finale pour pouvoir être moins dépendant de l'extérieur. Et pour la transformation finale, est-ce que nous sommes sur la bonne voie? Alors, je pense que c'est très lent. C'est extrêmement lent, d'ailleurs. Je crois qu'aujourd'hui, il y a la possibilité d'accélérer ce processus-là avec, je crois qu'un même des panélistes en a parlé, avec acheter des usines clés en main. Avec la robotique, avec l'IA, aujourd'hui, il est nécessaire toujours d'investir dans la recherche et le développement. Ça prend beaucoup plus de temps. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, ça peut accélérer ce processus de transformation, mais il est absolument nécessaire. Quand vous voyez, Ali, toutes les crises et les mutations géopolitiques mondiales, c'est devenu une nécessité pour l'Afrique de devenir indépendante. Ce n'est plus du luxe, ce n'est plus une question de stratégie, c'est une question de survie. Très bien. Alors, quand Bloomfield Investment Corporation s'apprête à livrer le rapport risque API de la Côte d'Ivoire, s'il y a bien une notion, s'il y a bien un secteur qui est scruté par l'ensemble des observateurs, c'est bien sûr le secteur de la dette. Absolument. Que dit le rapport 2025 sur la dette? Alors, le rapport 2025 sur la dette dit que la Côte d'Ivoire, en termes de stock
de la dette, c'est-à-dire la quantité, Le volume? le volume de la dette est aujourd'hui à 57%, donc ABC est à 59%, ABC à 57%, donc est dans la catégorie de risque d'endettement modéré. Mais C'est ceci pas ce dit, qu'on entend hein, souvent, notamment dans les débats politiques. D'un côté, on a essentiellement les opposants qui estiment que la Côte d'Ivoire est surendettée. Du côté du gouvernement, on estime effectivement que la dette est maîtrisée. alors, Vous, si je dois vous considérer comme un arbitre Ouais. au milieu, votre avis compte. alors, je vous explique. Quand on parle de la gestion des dettes, il y a 3 paramètres qui sont extrêmement importants. C'est cela. Donc, il y a le stock de la dette sur le PIB, donc qui justement, généralement, est présenté pour décider si le pays est endetté, surendetté ou modérément endetté. Donc, avec un benchmark de 70%. Donc, quand vous êtes à 57%, vous êtes modérément Donc la norme, c'est endetté. 70%. Norme, c'est 70%. Le deuxième paramètre, c'est le service, Le de, service la de dette, la dette. votre capacité à rembourser. Et le troisième élément, c'est l'exposition en devises étrangères. Là, on est en train de parler d'un pays africain. Alors, le premier paramètre, il n'est pas aussi pertinent que ça. La quantité de dette, le stock de la dette, il n'est pas aussi pertinent que ça. Sinon, un pays comme le Japon serait dans de gros draps parce qu'ils sont à 200% de leur PIB. Donc, l'Éthiopie a fait défaut sur sa dette pendant qu'elle était à 30% de son PIB. Donc, ce n'est vraiment pas pertinent. Ce qui est pertinent, c'est est-ce que vous êtes capable de rembourser votre dette? Et est-ce que vous êtes exposé en devises? Et ça, ce sont les 2 éléments les plus pertinents. Et si c'est deux éléments les plus pertinents, le rapport, Bon, le rapport dit que la Côte d'Ivoire, que 84% des recettes de la Côte d'Ivoire vont pour rembourser la dette. Donc évidemment, elle est, à mon avis, dans une zone rouge concernant ça. Et l'exposition à 55%, ça a baissé, c'est clair, ça a baissé de 63% à 55%, mais ça reste élevé vu le niveau de réserve des devises. Évidemment, quand on fait une relation entre le niveau de réserve des devises et cette exposition, naturellement, je la trouve élevée. et quelles sont les recommandations justement du médecin Les que vous êtes? recommandations, c'est de se désendetter en devises étrangères et de s'endetter plus en monnaie locale. Et c'est ce que nous avons toujours dit. Il faut que les pays africains se désendettent en devises étrangères et s'endettent en monnaie locale. On vous reprendra, les marchés locaux ou les marchés régionaux ne sont pas profonds. Mais la profondeur d'un marché, ça ne se décrète pas, ça se construit. Et ça se construit avec la création, l'innovation de nouveaux instruments financiers. Ce marché de l'UEMOA s'est approfondi au fur et à mesure de l'introduction de nouveaux instruments financiers. Les soukouk, les eurobonds, non pas les eurobonds, les soukouk, les obligations vertes, maintenant les obligations de la diaspora, et ils sont en train de penser aux obligations bleues, ainsi de suite. Plus vous créez d'instruments financiers, plus vous élargissez le marché parce que vous créez un nouveau type d'investisseurs. Donc, il faut privilégier l'endettement en monnaie locale pour réduire l'exposition. Et justement, il y a eu une opération dernièrement où la Côte d'Ivoire a levé des fonds francs CFA, contrairement à la pratique habituelle qui consistait à le faire en devises. Quel commentaire faites-vous? Il y a une chose qui est extrêmement importante de comprendre. Si la Côte d'Ivoire emprunte en francs CFA auprès d'investisseurs étrangers, c'est excellent. Seulement si elle rembourse en CFA. Si elle ne rembourse pas en CFA, je ne comprends pas très bien cette opération en réalité. Parce que si vous empruntez en CFA que vous remboursez en euros, à mon avis, c'est peut-être plus risqué que d'emprunter en euros et rembourser en euros. Donc, je ne sais pas comment se fera le remboursement. Et c'est ce que je dis, si le remboursement, j'ai cru lire quelque part que le remboursement se faisait en euros. Si le remboursement se fera en euros, je ne comprends pas trop la pertinence de cette opération. Mais si le remboursement se fait en CFA également, c'est une très bonne opération. Une excellente opération. Très bien. Seulement si le remboursement se fait en CFA. On ira à l'information pour éclairer la lanterne de nos téléspectateurs. Alors, selon le rapport 2025, bien que le climat des affaires en Côte d'Ivoire soit généralement perçu positivement, certains défis demeurent, notamment l'accès au financement ou encore le coût élevé des facteurs de production. Quelles mesures spécifiques Bloomfield Investment Corporation propose? L'accès au financement est quelque chose qui va demeurer en réalité avec la structure
du secteur financier. Vous avez des banques. Les banques ne financent pas l'amorçage. Vous avez une économie qui est en grande majorité constituée de PME. Les banques ne sont pas structurées pour financer l'amorçage, c'est-à-dire le financement du démarrage et le financement de la période entre le démarrage et la vitesse de croisière. Parce qu'à la vitesse de croisière, vous rentrez dans une logique de développement. C'est cela. Les banques financent le développement, mais ne financent pas cette première partie. Et donc, on va beau en parler chaque année, ça ne changera pas. C'est la configuration de ces banques. Aujourd'hui, il faut trouver une alternative. L'alternative aujourd'hui, ce sont les fonds d'investissement de PME. Des fonds d'investissement prennent le même risque que les promoteurs de la PME en non seulement investissant des fonds, mais s'investissant pour renforcer la capacité de la PME et la financer. Et les PME n'ont pas que besoin de financement, elles ont besoin de renforcement des capacités. Donc pour moi, la meilleure alternative aujourd'hui, ce sont les fonds d'investissement, mais à taille PME, avec des coupons qui correspondent aux besoins des PME. Les fonds d'investissement qu'on a aujourd'hui ne correspondent pas aux besoins des PME, sont beaucoup plus élevés, sont dans une logique d'investissement dans les infrastructures. Donc ça, c'est extrêmement important de faire. Sinon, les PME ne pourront pas être financées correctement. La preuve, le coût de l'argent ne fait qu'augmenter. Les banques prêtent à court terme. Et donc, pour développer une entreprise, pour créer une entreprise à développer, il faut des fonds à long terme. Absolument. Et des fonds moins chers pour les PME, ce qui n'est pas le cas. Donc, il faut trouver les alternatives. Ça, c'est une des alternatives que je pense qui va résoudre la problématique des PME. Il y a un autre chiffre qui saute à l'œil à la lecture de ce rapport. La Côte d'Ivoire fait face à un niveau de déficit budgétaire supérieur à la norme communautaire, qui est de 3%. Comment, vous les spécialistes, vous estimez que le gouvernement puisse réduire ce déficit tout en continuant de financer les priorités de développement? Alors, il y a deux choses. Le déficit budgétaire est à 5,2%. Il est passé à 4%. Donc, il y a déjà eu un effort significatif qui a été fait. Et il doit descendre en dessous de 3%. C'est la norme communautaire. Maintenant, pour réduire le déficit, il faut renforcer ses fonds propres, renforcer ses recettes. Et ça passe par formaliser son économie davantage pour pouvoir avoir plus de revenus. La Côte d'Ivoire a une capacité extraordinaire de recouvrement de ses recettes. Par contre, elle a une économie qui est encore informelle entre 80 et 90%. Donc, elle a une marge de manœuvre de justement créer beaucoup plus de richesses, puisqu'elle a une capacité de recouvrer qui frôle les 100%. Donc aujourd'hui, il lui faut formaliser son économie. Plus elle va formaliser son économie, plus elle va élargir son assiette fiscale, plus elle aura de revenus, et justement, plus elle pourra combler le gap qui constitue le déficit budgétaire. S'il y a bien un autre chiffre qui a été diversement, abondamment commenté par tous les observateurs, et toutes celles et ceux qui ont suivi cette conférence RIS-Pays, c'est bien sûr le chiffre que vous avez avancé en parlant de la corruption. Ce sont environ 1400 milliards de francs CFA que l'État de Côte d'Ivoire perd par le fait de la corruption. C'est énorme. Oui, ça représente pour 2022, parce que c'est les chiffres de 2022, on n'a pas de nouveaux chiffres. Donc on ne sait pas si ce montant a augmenté ou diminué. À mon avis, il n'a pas forcément diminué. Ça représente 4% du PIB. En 2024, ça représentait 4% du PIB. Donc ça veut dire que s'il y avait des mesures de contrôle qui étaient mises en place pour réduire ça de moitié, ça faisait gagner à la Côte d'Ivoire 2 points de pourcentage de croissance. Donc au lieu des 6%, la Côte d'Ivoire serait peut-être à 8%. Si les institutions étaient plus fortes et étaient plus équilibrées, on aurait certainement gagné encore 2% de croissance. Donc la Côte d'Ivoire serait certainement à 10%. Je crois que c'est vraiment une vraie problématique. Parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a mis en place la Haute Autorité de la Bonne Gouvernance pour justement lutter contre la corruption. Mais quand vous créez un outil comme celui-là, il faut lui donner le pouvoir d'agir. Parce que le pouvoir d'investigation, c'est une bonne chose, mais le pouvoir de poursuivre, c'est une meilleure chose. Et aujourd'hui, cette autorité n'a pas le pouvoir de se poursuivre. Elle a le pouvoir d'investigation. Pourtant, il y a des dossiers qui ont été judiciarisés.
Oui, mais... à l'initiative de la haute autorité. Et ça dépend du procureur. On est d'accord. Voilà. Alors, je pense que dans une logique de déterrence, il serait préférable que cette autorité ait justement le pouvoir de poursuivre. Et je pense que ça va certainement réduire l'intention même de rentrer dans cette logique de corruption. Et c'est cet outil qui est un outil extraordinaire qui doit être renforcé. Il doit être renforcé sur le plan non seulement de cette corruption, mais sur le plan aussi de la déclaration, parce que la déclaration, elle est anonyme, la déclaration de patrimoine. Enfin, je ne comprends pas trop la logique d'une déclaration de patrimoine anonyme. La logique de la déclaration de patrimoine, c'est pour que les gens sachent, pas pour que l'administration sache, pour que tout le monde sache. Donc, il faut que ce soit, faut rester dans cette logique de transparence et aller jusqu'au bout. Les gens déclarent le patrimoine avant de rentrer dans le service public et le déclarent à la sortie. Et le gap va devoir être expliqué. Absolument. Et c'est comme ça que vous agissez efficacement. Ouais. Est-ce qu'en matière de lutte contre la corruption, vous, l'économiste, le financier, vous avez un modèle qui vous inspire, vous qui aimez tant le benchmark, en Afrique notamment? Je pense qu'il y a des pays qui ont réussi à mettre des mécanismes de contrôle en place qui ont permis de réduire cette pandémie, parce que pour moi, c'est une pandémie. On est bien d'accord. Le Rwanda, la Namibie, le Botswana. Mais je suis aussi partisan de contextualiser les solutions. Donc je crois qu'ici, dans ce pays, les gens devraient s'asseoir, réfléchir à un modèle qui correspond justement à l'environnement culturel et social. Mais la solution, à la fin de la journée, il faut trouver une solution qui permettrait d'éviter à l'État de perdre justement ces montants astronomiques chaque fin d'année ou chaque année. Très bien. On a parlé tout à l'heure de la dette. Il y a un élément sur lequel je souhaite revenir. Quelle est votre analyse, parlant de la dette publique évidemment, sur la répartition entre la dette intérieure et la dette extérieure? Alors, je pense que... Et ses implications. Ouais, je pense que la dette intérieure est aussi importante que la dette extérieure, sinon plus importante d'ailleurs. Je ne conseille pas de payer une dette et pas payer l'autre. Il faut payer toutes ces dettes. Mais ne pas mettre la dette intérieure à un niveau moins important que la dette extérieure est une grosse erreur. C'est l'impression que vous avez? Mais c'est l'impression que j'ai dans beaucoup de pays africains d'ailleurs. Parce que les pays africains sont très concernés par leur réputation à l'extérieur, mais pas concernés par leur réputation à l'intérieur. Alors que quand vous ne payez pas votre dette intérieure, ça fragilise votre économie, ça fragilise vos PME, vous envoyez vos entreprises à fermer à se fermer, à la faillite. Et c'est dommage. C'est-à-dire que quand vous contractez une dette, vous devez la rembourser. Pour moi, le meilleur financement des PME, c'est de payer ce qu'on leur doit. Et sur cet agrégat, la Côte d'Ivoire est sur la bonne voie ou pas du tout? Non, la Côte d'Ivoire est dans une logique d'avoir une réputation de crédit, de bons payeurs de crédit, ce qu'elle fait à l'extérieur. Elle fait moins bien à l'intérieur et je pense qu'elle devrait peut-être calquer son attitude de l'extérieur sur l'intérieur également. Parce que j'avoue que c'est une vraie problématique pour les PME de soit ne pas se faire payer parce que les dettes sont remises en cause, soit se faire payer sur des périodes qui sont très 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 longues. Et parlons même de la remise en cause des dettes. Je pense qu'à un moment donné, quand l'État prend un engagement, quel que soit qui a pris l'engagement dans l'État, s'il a une continuité, s'il a l'autorité de prendre l'engagement, que ce soit une dette qui ne corresponde pas à la réalité, mais dès l'instant où ça a été signé, c'est dû. Et donc ça veut dire que l'État doit peut-être faire plus attention à qui signe les dettes intérieures, mais à un moment donné, quand c'est une dette, c'est une dette. Ce rapport évoque aussi le taux de chômage en Côte d'Ivoire, qui est passé de 6,6 en 2010 à 2,3 en 2023. Mais ce taux de chômage n'est pas pertinent, selon votre rapport. Ce qui est pertinent, c'est la précarité de l'emploi, qui est aujourd'hui un peu plus de 70%. Analyse, commentaire? Alors, je pense qu'il est extrêmement important que les Ivoiriens comprennent qu'un chômeur, ce n'est pas un sans-emploi. Parce que c'est la confusion que les gens font d'habitude. C'est pourquoi quand on dit 2,3, et c'est ce que la Banque mondiale aussi dit, ça les surprend. Parce que les gens lient systématiquement le chômage à l'emploi.
Non. Est chômeur une personne qui n'a pas d'occupation. Et même si cette occupation n'est pas rémunérée, cette personne n'est pas au chômage. Ça veut dire que le NAMA n'est pas un chômeur. La vendeuse d'Aloco, de GABA n'est pas au chômage. Le gérant de cabine n'est n'est pas, pas un chômeur. Le mécano n'est pas un chômeur. Non, parce qu'il a une occupation. C'est cela. Donc, dans un pays qui est un pays sous-développé, qui est en train de se développer, où tout le monde cherche à avoir une occupation pour joindre les deux bouts, bien sûr, le taux de chômage, comme décrit tout à l'heure, c'est rabat, forcément. Mais ce n'est pas la vraie problématique de la Côte d'Ivoire. La problématique de la Côte d'Ivoire, c'est la précarité des occupations des gens, donc la précarité de ce qui leur permet d'avoir des revenus. Et donc, si on veut résoudre le problème, surtout de la jeunesse, puisque ce pays est de plus en plus jeune, c'est de s'attaquer à la précarité de ces emplois et de ces occupations. Comment on s'y attaque? Plutôt, écoutez, on met en place une stratégie. D'ailleurs, aujourd'hui, je pense que l'entrepreneuriat va être la solution absolue pour les jeunes. Pourquoi? Parce que c'est l'entrepreneur qui crée des emplois, qui crée la richesse, qui crée de la valeur. Et si vous voulez absorber de plus en plus de jeunes, il faut créer de plus en plus d'emplois, donc créer de plus en plus d'entreprises. Donc c'est de mettre en place tout un écosystème qui part de créer un entrepreneur, parce qu'on crée un entrepreneur et c'est lui qui crée l'entreprise. Ce n'est pas le contraire. Donc ça veut dire renforcer les capacités des jeunes, leur permettre d'avoir ce qu'il faut pour créer, pour être des entrepreneurs, créer des entreprises et avoir tout un écosystème de cette entreprise, de sa naissance jusqu'à sa maturité. C'est-à-dire que ce soit en matière de marché public, que ce soit en matière d'opportunités, de renforcement des capacités, de financement, tout un écosystème qui doit être construit de sorte à faire des PME ivoiriennes une absolue priorité parce qu'elles représentent plus de 90% du tissu économique. Entre le rapport risque-pays 2024 et celui de 2025, vous parliez tout à l'heure des PME, vous n'avez pas l'impression qu'il y a des efforts qui ont été réalisés en vue de prioriser davantage les PME locales? Si. Ou vous vous dites, on est au même niveau? Non, je pense on a que progressé? Non, la Côte d'Ivoire a progressé avec cette nouvelle convention sur les PME où on oblige désormais les entreprises, les grandes entreprises qui ont des marchés publics de sous-traiter avec des PME. Et quand elles pensent que les PME n'ont pas la compétence, elles ont l'obligation de les former. Avant, elles n'avaient pas l'obligation de les former, où elles disaient « Écoutez, on veut bien travailler vos PME, mais elles ne sont pas compétentes, qu'est-ce qu'on fait ?» Et donc, elles avaient des dérogations pour pouvoir prendre d'autres entreprises. Mais là, aujourd'hui, elles ont obligation à les former, ce qui est une avancée extraordinaire. Et d'ailleurs, on l'a bien vu dans le secteur pétrolier, ça a donné des résultats. Et donc, c'est quelque chose de ponctuel, qui est très bien, mais c'est ponctuel. Il faut créer tout un écosystème. Il ne faudrait pas juste attaquer une des problématiques, il faut l'attaquer de façon holistique. Donc, créer tout un écosystème de PME avec une forte volonté politique de faire des PME ivoiriennes les meilleures PME dans l'écosystème économique. Dans une déclaration que vous avez faite au cours d'une interview que vous avez accordée à l'une de nos concerts, à une de nos consoeurs, vous avez fait une déclaration selon laquelle l'économie était plutôt aux mains d'entreprises aux capitaux étrangers. Est-ce que, dans le rapport risque-pays 2025 de la Côte d'Ivoire, vous êtes revenu sur cet aspect-là? Oui, on revient toujours sur cet aspect parce que c'est la structure de l'économie ivoirienne. Vous maintenez ce postulat? Bien sûr, les multinationales produisent à peu près 80% de la richesse. Ça n'a pas évolué? Non, ça n'a pas évolué. Il me semble qu'aujourd'hui, ça n'évolue pas d'une année à l'autre. Hein. Enfin, je veux dire, c'est un processus qui prend du temps. Et il faut... Est-ce qu'il a enclenché au moins ce processus? C'est la logique de champions nationaux, c'est de ça qu'il s'agit. Bien sûr. Il y a eu 2 tentatives qui n'ont pas abouti. Je pense qu'ils sont toujours en train de travailler sur peut-être le meilleur schéma. Mais c'est indispensable dans un pays d'avoir des champions nationaux. Ce n'est pas la mode, c'est une nécessité. Il est extrêmement important qu'un pays contrôle son économie domestique. C'est extrêmement important. C'est ce qui confère la résilience à long terme. Votre économie peut performer de façon extraordinaire, comme c'est le cas pour la Côte d'Ivoire. Sauf que si c'est la grande majorité de la richesse est créée par des multinationales, qui sont des multinationales étrangères, qui, au moindre soubresaut, quand ils partent,
si vous n'avez pas des entreprises locales solides qui ont la stature de ces multinationales pour pouvoir continuer à financer l'économie, votre économie s'écroule. Donc, une économie qui performe, c'est une très bonne chose, mais c'est mieux quand elle performe avec ses propres entreprises. L'État peut avoir l'envie de fabriquer des champions nationaux, mais est-ce que vous pensez aussi que les entrepreneurs ivoiriens se donnent les moyens de devenir les champions qu'ils rêvent être? Alors, il ne s'agit pas de fabriquer des champions. Il s'agit de quoi? De créer les conditions? Il s'agit d'identifier des gens qui ont déjà fait leur preuve dans les secteurs d'activité et de décider que ces gens-là, vous voulez les propulser à un certain niveau où ils soient meilleurs dans cette catégorie en comparaison avec les autres, puisque c'est une économie libérale. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de le faire au détriment des autres, mais il s'agit de le faire pour les entreprises locales. Donc, je veux dire, ce n'est pas incongru que de dire que les entreprises ivoiriennes soient privilégiées vis-à-vis des entreprises étrangères. Il me semble que c'est partout pareil. Il me semble qu'en France, les entreprises françaises sont privilégiées et aux États-Unis, les entreprises américaines sont privilégiées. Je pense que le président américain nous l'a bien fait savoir. Donc, ce n'est pas incongru de le faire dans un pays africain également, parce qu'il y a d'autres pays qui l'en font. L'Égypte le fait, le Maroc le fait, le Nigeria le fait, la Côte d'Ivoire devrait le faire. Le libéralisme économique ne se fait pas au détriment de ses propres entreprises. C'est cela. Alors, dans l'actualité dernièrement, il y a eu une PME ivoirienne, une entreprise ivoirienne, qui a racheté une multinationale dans le secteur automobile, dans le secteur de la visite technique. Est-ce que vous avez suivi cette actualité? Est-ce que c'est le genre de modèle qui devrait être mis en valeur, mis en avant? Je suis tout à fait d'accord avec cette... Et d'ailleurs, c'est pareil aussi dans la banque. Quand vous voyez BNP Paribas qui part et qui est racheté par des Ivoiriens, c'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'en réalité, ce que les Ivoiriens qui ont racheté les banques, qui rachètent les banques qui partent, ont compris, vous ne pouvez pas construire votre économie si vous ne maîtrisez pas le secteur financier. Donc je pense que c'est des excellents modèles qu'il faut encourager et qu'il faut encadrer, justement, pour que ça se répète. Et c'est de ça que je parlais, créer un cadre qui permet aux Ivoiriens, justement, d'occuper la place qui leur revient naturellement dans les secteurs d'activité. Tous les secteurs d'activité en Côte d'Ivoire devraient être dominés par des entreprises ivoiriennes. Et c'est le cas dans d'autres pays qui veulent dominer leur économie. Très bien. Alors, on va parler à présent du taux de pauvreté, qui est passé de 54% en 2010 à 37% en 2024. C'est également un chiffre qui est diversement commenté. Vous le savez, vous souriez. Votre analyse? Alors, ce que je dis, il est extrêmement important d'analyser les indicateurs économiques dans leur contexte pour que ça ait un sens. Bien sûr. Quand on les analyse de façon universelle, évidemment, des fois, on peut avoir des chiffres qui peuvent ne pas correspondre au ressenti de la réalité. Quand vous dites 37%, oui, 37%, mais quel est le minimum? Quel est le maximum de revenus de ces 37%? Le maximum de revenus, c'est 22 000 francs par mois. Donc, 22 000 francs par mois, nous sommes dans un pays où, avec 22 000 francs par mois, naturellement, ce serait difficile de vivre. Je pense même qu'avec 50 000 francs par mois, ce serait difficile, même 70 000 francs. 75 000 francs, c'est le SMIC. Donc, quand le SMIC est à 75 000 francs et que le niveau de pauvreté est à 22 000 francs, on a un grand écart. Je crois que ce qui est extrêmement important de comprendre et que je pense les leaders politiques devraient comprendre, c'est de bien poser les problèmes pour pouvoir les résoudre. Si vous ne posez pas bien le problème, vous n'allez pas le résoudre. Si, et en Côte d'Ivoire, vous attaquez au chômage pendant que la problématique, c'est la précarité de l'emploi, naturellement, vous n'allez pas le résoudre. Si on reste sur le taux de 37% et qu'en réalité, le ressenti est certainement beaucoup plus élevé, on ne résout pas le problème. Donc, c'est bien d'avoir ces chiffres, c'est bien, mais il faut les contextualiser et voir s'ils correspondent à la réalité du ressenti dans votre environnement. Et c'est ça qui fait la différence en réalité. Très bien. Stanislas Zézé, vous avez parlé également de la situation sociopolitique et évidemment des tensions qui naissent en période électorale. C'est connu, nous sommes en 2025, une année au cours de laquelle la Côte d'Ivoire va connaître une élection présidentielle.
Et du point de vue politique, du point de vue de la prise de parole en public, il peut y avoir des tensions qui couvrent déjà. Quel rôle, selon vous, selon votre rapport, quel rôle les autorités peuvent-elles jouer pour minimiser justement les risques sociaux et sécuritaires liés à ces tensions? Alors, je pense que la politique, en réalité, c'est une logique de consensus et de compromis. Expliquez-vous. Ça veut dire que tous les politiciens dans un pays veulent la même chose. L'émancipation des citoyens, l'avancement du pays, mais tous ont des approches différentes pour le même objectif. Donc, quand on a des approches différentes pour le même objectif, ça veut dire qu'en réalité, on n'est pas nécessairement opposés. Ça veut dire que la probabilité de trouver un compromis est très grande, puisqu'on a le même objectif. Et donc, il s'agit de certainement sortir de l'émotion, être un peu plus froid dans les approches, et que faire des consensus ne vous diminue pas, ne vous rend pas moins fort ou moins puissant. Au contraire, je pense que le consensus, c'est la logique des forts. La capacité de se surpasser et de trouver un consensus est beaucoup plus difficile que de camper sur sa position. C'est très facile de camper sur sa position. Ce que vous dites, on a envie de dire, c'est ce qui serait dans le meilleur des mondes. Mais en Côte d'Ivoire, c'est très passionné. Oui, mais vous savez que les 3 dernières décennies, on a été loin de ce que vous décrivez. Il faut dépassionner le débat, justement. C'est ce qu'on a envie de faire, hein, mais comment y arriver Volonté politique de le faire, tout simplement. De part et d'autre, il faut dépassionner. Il faut parler des sujets. On assiste à des débats politiques qui sont, j'avoue, pas nécessairement très attractifs, parce que les sujets discutés ne sont pas des sujets pertinents. Il me semble qu'aujourd'hui, pour éviter ce qui s'est passé dans les élections précédentes, il faut tirer les leçons et rentrer dans une logique de compromis. Si vous n'avez pas de compromis, naturellement, vous allez toujours arriver à un clash. Et aujourd'hui, il est extrêmement nécessaire pour l'avenir de ce pays que les politiciens s'asseyent, qu'ils aillent au-delà de leurs égos et qu'ils trouvent un consensus. C'est la seule solution. Le consensus, le compromis politique de gentleman, c'est extrêmement important. Très bien. Avec vous, le temps passe vite, hein, Stade Zézé. Il est l'heure de répondre aux questions de nos internautes. D'accord. Ce sera juste après ceci. La question des internautes avec le concours de la réalisation. La première question de Raïssa Konaté nous dit « Doit-on s'inquiéter du niveau de corruption en Côte d'Ivoire ?» On en a parlé, mais bon, c'est une question à laquelle on doit donner une réponse. Je crois qu'on doit s'inquiéter de toutes les corruptions, hein, quel que soit le niveau. Et je pense qu'on doit surtout encourager les mécanismes qui sont mis en place pour combattre la corruption. La corruption est un fait humain. Ce n'est pas un fait africain, c'est un fait humain. Tant que vous n'avez pas de mécanisme de contrôle, vous aurez toujours la corruption. Donc aujourd'hui, il faut encourager le renforcement des mécanismes de contrôle. C'est pourquoi il est extrêmement important d'avoir des institutions fortes et des institutions qui soient dans une logique de séparation de pouvoir, équilibre de pouvoir et contrôle. C'est extrêmement important. Il ne suffit pas que ce soit sur du papier, il faut que ce soit exercé dans la réalité. Et c'est ce qui va permettre de réduire la corruption. Très bien. Prochaine question d'internaute. Cette fois-ci, c'est Quadio Ferdinand. Quel impact de l'année électorale sur la notation de la Côte d'Ivoire? Alors, aujourd'hui, comme je disais, ça a eu déjà un impact. Hein. L'environnement, comme perçu en ce moment, a eu un impact. Mais la note est sous surveillance. Donc, y a certains qui nous ont demandé, mais normalement, la note sur l'environnement sociopolitique devrait être plus basse. Et non, il n'y a pas de crise. Il y a une tension. Il y a des prémices. Oui, mais il n'y a pas de crise. C'est cela. Voilà, donc nous ne sommes pas dans l'émotion, nous. Bien sûr. Nous sommes dans le constat. Dans le factuel. Pour l'instant, il n'y a pas de crise, il y a des tensions. Donc c'est pourquoi la note est sur observation. Et nous regardons, c'est une note qui est dynamique. Elle peut changer à tout moment. Donc on observe, on regarde. Pour l'instant, elle est sous surveillance. Elle a baissé de 40 points de base. Elle reste sous surveillance. Très bien. Prochaine question. Charlotte Kofi, y a-t-il un impact du secteur du tourisme dans cette notation avec l'organisation récente de la CAN, Oui, la Coupe d'Afrique des Nations? C'est clairement spécifié que ça a eu un impact significatif, positif,
sur la Côte d'Ivoire en termes d'attractivité, en termes de mieux connaître la Côte d'Ivoire. Et je pense que les chiffres du tourisme le montrent bien, sont en hausse. Et évidemment, ce genre d'événements sont des événements qui sont extrêmement positifs pour renforcer l'attractivité d'un pays. Les deux dernières questions, la suivante est de Yves Roland. Le budget de la Côte d'Ivoire est la somme des budgets du Sénégal et du Cameroun. Quel commentaire? C'est un pays qui a de plus grosses ambitions, je présume. Et c'est un pays qui a montré sa capacité à justement exécuter son budget. Et je pense que les ambitions de la Côte d'Ivoire apparaissent, se concrétisent par ce qui est réalisé chaque année. Donc je crois qu'il n'y a pas de commentaire particulier à faire. Les budgets des pays sont à hauteur de leurs ambitions. Dernière question d'internaute. Cette fois-ci, c'est une question de Salif Camara. Quel est votre commentaire sur l'accompagnement des banques du secteur privé? Vous en avez parlé, mais bon... Alors, donc c'est ce que je dis. Les banques vont sauf qu'on a des banques qui sont configurées pour accompagner à court terme déjà. Et j'ai dit qu'elles n'accompagnent pas dans l'amorçage. Elles accompagnent dans le développement, mais à court terme, des fois à moyen terme. Et ce qui n'est pas calibré pour accompagner un vrai développement. Et donc, il faut trouver d'autres alternatives. Le marché des capitaux est une solution extraordinaire pour le développement des pays. Pourquoi? Parce que la maturité n'est pas définie. La maturité va dépendre du profil de crédit de l'emprunteur. Donc, les marchés des capitaux sont une solution et qui permettent justement de financer à long terme. Deux dernières questions, Sanis Azézé, avant de vous laisser partir. Vous identifiez dans votre rapport certains secteurs comme le numérique ou encore le secteur minier comme des moteurs de croissance sur l'avenir de la Côte d'Ivoire, pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Comment le gouvernement et les entreprises peuvent-ils collaborer pour maximiser ces opportunités? Première question. Deuxième question, en ce qui concerne le secteur minier qui est en plein essor, comment la Côte d'Ivoire pourrait-elle mieux gérer les ressources naturelles pour en tirer un bénéfice économique? Alors, je pense que pour le numérique, d'ailleurs, on a eu un panel là-dessus, je pense que c'est une opportunité extraordinaire pour la Côte d'Ivoire de capitaliser sur le numérique pour faire ce qu'on appelle un leapfrog en termes d'amélioration de la gouvernance de l'administration, parce qu'un pays se développe à partir de son administration qui crée le cadre et permettent aussi justement, à partir de la transition numérique et l'intelligence artificielle, accélérer son industrialisation. Donc c'est indéniable que le numérique aura un impact significatif. Dans le secteur minier, je crois que la Côte d'Ivoire commence à mieux organiser son secteur minier et commence à prendre des décisions qui sont adéquates. Maintenant, il va falloir être capable de transformer ces minéraux sur place. Et je crois qu'il faut avoir une vraie et forte volonté politique de le faire. Regardez au Botswana, par exemple, les Botswanais ont décidé que le diamant ne sortait pas brut du Botswana. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui le Botswana a des revenus en devises extrêmement élevés, parce qu'elle a obligé les entreprises à venir transformer le diamant sur place. Donc, il y a des mesures comme ça qui peuvent être prises. Stanislas Zézé, nous sommes au terme de cet entretien. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir répondu à toutes nos questions sans réserve? Absolument, sans réserve. Merci d'être venu. Merci infiniment. Rendez-vous l'année prochaine. Absolument. Si Dieu nous prête vie au mois d'avril, pour évoquer le rapport ISPI 2026. Absolument. Merci d'être venu. Merci. Merci à vous, chers internautes et téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Sans Réserve. Rendez-vous jeudi prochain. Merci beaucoup. Paris gagné, vous venez de suivre votre programme avec OneXBet, site de paris sportifs en ligne.